Bonsoir à tous. L'entretien du jour a le plaisir d'accueillir l'un de ces hommes dont l'initiative contribue grandement à réduire la fracture numérique dans les zones défavorisées dans le monde. Victor Agbeyenou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'inventeur du PWCS. C'est quoi le PWCS ? Le PWCS, l'acronyme défini, c'est le Polyvalent Wireless Communication System. C'est le système qui permet de faire du triple play partout dans le monde, mais avec un débit très important que nous appelons parfois la fibre optique dans l'air. Vous Voilà. dites triple play, Oui. c'est-à-dire vous dites téléphone. Internet et télévision. Comment ça se passe concrètement ? C'est un dispositif sans fil, comme son acronyme l'indique, le wireless, Oui. mais qui utilise des radios très spécifiques où une partie est constituée du transport du flux, donc les parties qui nécessiteraient par exemple de faire encore des génies civils dans les villes, les villages, avant d'amener le téléphone, l'Internet ou le téléphone chez l'abonné final. On se l'évite. Et on a cette partie transport qui peut aller jusqu'à 30-40 km. Après, on fait la partie desserte des services, toujours en très haut débit, qui fait que vous prenez une ville comme Cotonou, Oui. ben, quand nous y arrivons, il n'y a plus besoin de creuser des tranchées pour faire la fibre optique, mais au point d'atterrissement de la fibre optique dans la mer, on peut aller le chercher et le diffuser dans l'air et apporter ce gros flux à chacun et au point de distribution. Et comme par exemple le Bénin a fait sa dorsale sur tout le territoire en longueur de Cotonou à Parakou, en ce moment-là, les points de raccordement, nous nous en occupons en sorte que le déploiement de technologies numériques revient à plus grand-chose. Oui. On m'a dit, en préparant cette émission, et si je me trompe, vous m'arrêtez, que vous êtes vétérinaire de formation. Oui, je suis vétérinaire de formation. Au fait, depuis que j'ai commencé à aller à l'école, mon souci majeur, c'est de faire de la technologie équitable. Faire de la technologie équitable, quelle qu'elle soit. Si je prends mon domaine vétérinaire, en principe, si on m'avait écouté, si les dirigeants africains m'avaient écouté, on aurait fait pas mal de prouesses déjà dans ce domaine, y compris dans la médecine humaine. Parce que je suis spécialiste en chirurgie cardiovasculaire. Et les techniques que j'ai déposées comme brevet dans ce domaine aussi rend cette vieille ou ce vieux comportement de faire des technologies élitistes. Il faut que les technologies soient utilisables, que ce soit pour le pauvre ou comme pour le riche, sans dégrader la qualité du service à donner. Donc le vétérinaire de formation s'est réveillé un jour, il en a eu marre que les choses traînent en Afrique, il a dit je vais aller explorer d'autres horizons et on a donc la naissance du PWCS. Oui, c'est pour petitement dire que il n'y a pas besoin, c'est-à-dire la formation que nous avons reçue est très mal appropriée par le dispositif de cloisonnement qu'on fait de l'intellectuel. Quand on a été à l'école et quand on veut faire de la recherche, qu'on ne vous dise pas que vous êtes chercheur en journalisme et que vous ne pouvez jamais aller dans d'autres domaines. Écoutez plutôt les problèmes qui se posent et apportez son raisonnement. Et il y a beaucoup de spécialistes qui peuvent le faire. C'est-à-dire que la place du chercheur est de savoir recevoir le problème, le formuler, et une fois qu'il l'a bien formulé, il n'y a plus de barrière. Normalement, il trouve la solution. Voilà. J'ai aussi découvert que si rien n'était fait pour accélérer le déploiement de cette solution innovante que vous venez de nous décrire, dans 10 ans, le brevet que vous avez déposé va tomber dans le domaine public, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, parce qu'un brevet, ça se donne pour 20 ans. Et il a été déposé en 2000. Il a été déposé en 2000, a été délivré en 2001. Voilà, quand vous comptez, il y a très peu d'années qui restent. Bon, mais comme toute innovation ou tout brevet, c'est un parcours de combattant. Parce qu'on vous donne un monopole à un petit homme comme moi, sur le monde entier à pouvoir le faire. Donc on ne navigue pas dans des eaux douces, on navigue dans des eaux de requins et qui peuvent même, Vous êtes en train de me dire à demi-mot là que si votre innovation n'a pas encore connu le déploiement dont vous rêvez, c'est tout simplement parce qu'en face, il y a de grands capitaines d'industrie, de grosses firmes
qui vous font la guerre. C'est exactement ça, que ce soit en Afrique ou ici, ça a été toujours le nœud du problème. Et puis bon, les détails, vous me passez les détails à nos téléspectateurs. Donnez-nous quand même une idée des obstacles qui sont sur vos routes, votre route. Alors, les obstacles premiers, c'est malheureusement nos propres dirigeants d'abord. Les dirigeants africains. Les dirigeants africains. Parce que je ne vois pas pourquoi un Africain aurait inventé un dispositif et que les dirigeants africains ne soient pas les premiers à aller le chercher et essayer de voir ce que c'est pas fiable et que c'est un Africain. Ça peut être un problème, mais très passager. Oui. Parce que quand vous voyez que la personne fait ses preuves, arrive à déployer le truc en pilote, qu'est-ce qu'il reste à faire? Sauf parce qu'ils ont signé des contrats qui leur lient les pieds et les mains. Est-ce qu'ils sont victimes de lobbying de ces grands groupes dont on parlait tout à l'heure? C'est le premier critère, parce que je crois que nos dirigeants n'ont pas vraiment la latitude de pouvoir réfléchir en disant que nous sommes dans une ère technologique et qu'il faut s'approprier les technologies de A à Z. Notre solution était quoi? Puisqu'on la maîtrisait de bout en bout, ce qu'il fallait faire, c'est que l'Afrique, si elle disait oui, nous on lui disait tout de suite, on va créer des usines industrielles en Afrique. Oui. Avec nos partenaires européens avec lesquels on a travaillé. Oui. Pourquoi nous sommes venus travailler ici? On a été partout, creuser les tranchées, faire des rails. Mais quand il faut faire pour nous, on fait comme si on n'existait pas. En tout cas, technologiquement, on n'a rien à envier. En tout cas, intellectuellement, conceptuellement, on n'a rien à envier aux autres. Mais il faut que nos politiques comprennent qu'une fois qu'on a eu ce résultat, il n'y a plus besoin de grand-chose. Quand je vous écoute, cela veut dire que votre invention affole finalement les multinationales et paralyse en même temps nos États. Ça a été très tôt, parce que en 2000 déjà, à peine j'ai déposé le brevet, tout ça, oui j'ai été approché au point de proposer même le rachat du brevet. C'est vrai? En tout cas, est-ce que c'est une erreur ou c'est ce qu'il fallait que je fasse? Je ne regrette rien de ce qui a été fait. Pourquoi vous l'avez pas fait? C'était qu'il fallait le vendre et j'ai dit je pouvais le vendre sur tout autre pays, mais qu'on me laisse l'Afrique à ce que je puisse essayer de la développer. Pourquoi vous tenez à l'Afrique? Parce que vous savez que c'est là qu'il faut se faire le plus d'argent. Oui, parce que quand on rachète un brevet, on ne sait jamais ce qu'on en fait. S'il dérange vraiment, on vous l'achète, vous n'êtes plus propriétaire, on le met dans un tiroir. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, on l'achète et on ne trouvera encore que ces applications élitistes. Auquel cas, le milliard d'habitants sur ce continent africain n'aura plus rien à voir. Alors, moi je me dis, j'étais déjà dans une cave, je ne pouvais pas descendre plus bas. Donc, vous avez développé ça dans une cave? Ah oui, bien sûr. Comme tout le monde et comme tout inventeur. Quand on prend aujourd'hui, il faut savoir faire des coupes. Il faut faire plutôt des coupes longitudinales pour voir l'historique de chaque chose. Et vous prenez n'importe quelle grosse entreprise aujourd'hui, on vous dira... On commence toujours dans une cave et on finit grand. Grâce donc à cette invention, vous avez imaginé par la suite d'autres applications comme le cartable numérique. C'est quoi le cartable numérique? Le cartable numérique, l'application là s'appelle le RETIS, Réseau Énergie TIC pour l'éducation. Sur sa partie de base, le PWCS sert à faire l'infrastructure de chaque école, que ce soit une école de brousse ou une école de capitale, que ce soit une école sous un arbre comme le bambou ou le baobab. Et après, cette infrastructure que nous savons déployer de partout. Ah, vous avez apporté un sac pour nos téléspectateurs. Voilà, on a un kit, c'est le kit terminal pour chaque enfant, chaque élève et chaque enseignant. Ça, c'est le cartable numérique. C'est le sac, c'est le kit. Le kit RETIS. Voilà, le kit terminal RETIS. À l'intérieur, quand nous sommes en Afrique ou que nous soyons même ici, il faut l'autonomie énergétique parce que le premier problème qu'on pose, mais où est-ce que vous allez trouver de l'électricité pour pouvoir alimenter vos numériques? Oui, nous disons que le sac est autonome parce que nous donnerons des panneaux avec batterie intégrée comme cet objet. Et qui fonctionne au solaire. Il fonctionne totalement au solaire, avec une batterie qui va accumuler pour pouvoir l'utiliser sur 2-3 jours. Et chaque enfant, s'il veut même le porter dans son sac, comme c'est fait avec le sac, il arrive à l'école pour mieux contrôler la sécurité du dispositif. On fait une rampe et chaque élève sortirait son module d'alimentation, poserait au soleil, il n'y a plus rien besoin de faire, il finit son cours
et la batterie est chargée pour la nuit pour pouvoir aller continuer ses études la nuit. Ça, c'est l'alimentation. Oui. À l'intérieur, donc, nous avons la machine elle-même qui est la tablette. C'est donc ça votre tablette? C'est la tablette. Oui. Nous l'appelons tablette pour ce qu'on peut se dire là maintenant, mais au fait, c'est ce que nous appelons le cartable numérique. Elle n'a rien de différent des autres tablettes qu'on rencontre. Mais malheureusement, si vous allez acheter une tablette à Darty ou Carrefour ou qu'est-ce que j'appellerais chez moi à Papa, oui. Bon, voilà, vous ne pourrez pas implémenter les logiciels qui font la spécificité du produit. Parce que ce dispositif permet à l'enseignant, dans la salle de classe, de faire bénéficier. Vous pouvez le manipuler pour que je vois? Bien sûr. Oui. Nous avons par exemple le sac électronique que l'enfant va voir, qui contient sa bibliothèque, c'est-à-dire son rangement de tous les manuels que l'État aura autorisé de rendre disponibles pour le programme. Et du primaire ou du moment même de la maternelle jusqu'à l'université. Une fois qu'on nous en donne l'ordre, nous avons notre plateforme, on met les solutions dessus. Dans chaque école, il n'y a pas besoin d'Internet pour que le réseau Retis fonctionne. Parce que l'Internet représente à peine 10% du besoin pour l'éducation. L'essentiel repose sur le numérique plutôt. Et numérique n'est pas égal à Internet. Monsieur Agbeyenou, cet entretien dure malheureusement que 13 minutes. On va arriver vers la fin. J'aimerais qu'on synthétise aujourd'hui. Vous êtes l'inventeur de ces objets innovants pour des pays qui sont défavorisés, des endroits du monde défavorisés. Qu'est-ce que vous attendez pour que demain, ces endroits ne soient plus des endroits déserts? Alors, je suis venu aujourd'hui pour dire bonne rentrée à tous les enfants du monde, en particulier ceux de l'Afrique, et leur dire que désormais, il y a un outil qui fera qu'en Afrique, on n'irait plus à l'école parce qu'on n'a pas de fourniture, parce que le coût des fournitures reviendrait à plus grand-chose. Dire à nos dirigeants africains qu'ils ont maintenant un outil qui leur fera faire des économies considérables sur ce qui est du budget de l'éducation. Il n'y a pas besoin, quand on adopte le Retis, d'ajouter un seul centime au budget tel qu'il se ferait, mais au contraire, au bout de 2 ans, de faire des économies significatives. Et on dit que ce n'est pas une solution pour les pauvres, ce n'est pas une solution pour l'Afrique. La preuve, on a équipé une école en France ici, qui fonctionne. Victor Agbeyenou, merci. Inventeur d'un système révolutionnaire de télécom, le PWCS, présenté comme une alternative à la fibre optique. Merci en tout cas. Grâce à vous, l'école de demain en Afrique et dans les zones défavorisées ne sera plus celle des laissés pour compte. Merci d'être venu nous parler dans l'entretien du jour. Merci beaucoup. Merci d'être invité du jour sur Africa 24. L'Afrique est à la pointe des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La preuve, un Africain vient d'inventer un système qui menace ou menacerait à terme la fibre optique. Monsieur Victor Kossikuma Agbeyenou, vous êtes vétérinaire de formation, mais également gérant de KA Technologies. Dites-nous, vous êtes surtout l'inventeur de ce système qu'on appelle le Polyvalent Wireless Communication System, le PWCS. En quoi ça consiste exactement? Le PWCS est une solution qui permet de transporter des flux importants dans l'air, au lieu de les transporter comme on le fait classiquement au sol. Donc, on peut transporter plusieurs gigas dans l'air et faire la voix donner image. Alors, on entend un peu partout dire que votre système est tellement révolutionnaire qu'il pourrait menacer la mythique fibre optique. En quoi? Non, on ne va pas parler de menaces, mais c'est des complémentarités, parce que quand vous déployez un réseau en fibre optique classique et que vous arrivez au bord d'une ville comme Yaoundé, comme Douala, eh bien, ce n'est pas le déploiement à travers champs qui pose problème. Quand on arrive au bord de la ville, déployer la fibre optique rue par rue, maison par maison, les investissements deviennent si gigantesques que l'Afrique ne fait plus rien. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas les moyens de la développer, la fibre optique? Ben, c'est parce que ça coûte cher, même ici en Europe, un peu partout dans le monde. La fibre optique, c'est bon pour les transports longue distance à travers les océans, mais pour la distribuer, ça coûte
des milliers de fois plus cher que de les tirer dans les océans. Alors, votre système à vous, donc le PWCS, que vous avez mis sur pied depuis, je crois, 2004, pour l'instant, n'est, j'allais dire, utilisé que du côté de Ouagadougou, aussi bien à l'université qu'au siège de l'UEMOA. Qu'est-ce qui pose problème? Il y a un problème de compréhension des Africains, les politiques africains, parce que nous parlons de radiofréquence. Et donc, dans ce cas-là, il faut que l'Afrique ait statué sur le fait de dédier les fréquences nécessaires pour que ce système puisse servir. Le produit est prêt, il est utilisable, mais les enjeux sont énormes derrière. Il faut le comprendre. Nous ne maîtrisons pas les technologies, nous venons de les maîtriser et il faut que les politiques prennent conscience de cette réalité. Est-ce que vous irez jusqu'à dire qu'il y a des pressions derrière les politiques? C'est des enjeux de marché. Il faut que l'Afrique comprenne qu'elle doit réorganiser son marché pour permettre à ses fils qui produisent aussi d'apporter des solutions qui peuvent être à 100% valeur ajoutée pour le continent, en partenariat avec les autres, bien sûr. Votre parcours est quand même atypique. Vous êtes vétérinaire, on a envie de dire de manière un peu terre-à-terre comme ça, médecin des animaux. Comment est-ce qu'on passe du médecin des animaux à un inventeur qui va devenir quasi révolutionnaire en matière de technologie? Alors, je suis vétérinaire de formation, mais scientifique, chercheur de profession. Et donc, j'ai poussé mes études comme je l'ai pu. Mais j'ai fait une double formation, voire même triple. Je suis vétérinaire, je suis scientifique des sciences de l'ingénieur, et puis j'ai fait du management. Est-ce qu'il y a un lien entre les trois, justement? Oui, parce que je suis chercheur et j'ai déposé très tôt des brevets. Et pour pouvoir gérer mes brevets, il m'a fallu toutes ces compétences pour pouvoir être plus ou moins autonome dans un milieu très atypique. Quand on est africain, il faut avoir une idée à peu près de ce qu'on veut avant de pouvoir se faire aider. Et quels sont les obstacles que vous avez pu rencontrer sur votre cheminement? Ils sont essentiellement politiques. Parce que quand on a un produit comme celui qu'on a, ce ne sont pas forcément les moyens financiers qui posent problème, mais c'est des obstacles politiques. Parce qu'il faut que les chefs d'État africains comprennent que les Africains ont des capacités et des compétences égales aux autres et qu'il nous faut donner les atouts que les pays occidentaux ont donnés à leurs innovations chez nous aussi en Afrique. Il y a pratiquement, on pourrait dire, un complexe. Il n'y a pas de volonté politique du tout de l'Afrique de comprendre qu'au lieu de crier qu'on a fait une croissance de 2, 3, 4, 5% qui ne repose sur rien, il faut que ces croissances-là soient arrimées sur de la productivité. Et nous avons les technologies pour pouvoir produire. Alors justement, l'Afrique est aussi paradoxal que cela puisse paraître d'ailleurs à la pointe de cette nouvelle technologie de l'information et de la communication. Il y a des jeunes Camerounais, Congolais qui ont inventé les téléphones portables, des tablettes. Je pense à Benjamin Lokwa, je pense à Véron Mankou. Et vous êtes aussi un symbole de cette Afrique qui ne veut pas être à la traîne de ces grands enjeux. Quels sont les enjeux pour l'Afrique, justement, des nouvelles technologies de l'information et de la communication? Alors, vous l'avez bien résumé, c'est-à-dire qu'il y a des Africains qui comprennent l'enjeu technique et technologique. Il faut maintenant pouvoir comprendre l'enjeu économico-politique. Et quand on le comprendrait, en ce moment-là, il faut tout de suite dire que quelle que soit l'innovation qu'on a faite, si on ne la produit pas chez nous, c'est comme les autres que vous avez cités, tous les font produits à l'extérieur. Quand est-ce qu'on va pouvoir assembler ne serait-ce qu'un ordinateur chez nous, une tablette chez nous, fabriquer des modules radio chez nous, qui créeraient tout de suite des emplois et de la richesse. Voilà, donc je crois que l'enjeu, c'est la production maintenant de nos solutions. Dernière question, Monsieur Abenyounou. Jacques Bonjao, que vous connaissez peut-être, a écrit, il y a une dizaine d'années de cela maintenant, 7 ans plus exactement, en 2005, un ouvrage où il mettait les nouvelles technologies de l'information et de la communication comme support de développement durable de l'Afrique. Vous y croyez aussi? Ah oui, ça, il n'y a plus que ça. Hein. Il n'y a plus que ça. Si l'Afrique rate cette nouvelle étape de processus de l'avancement de la nature, eh bien, ça sera, je ne sais plus. Pour l'instant, on n'a pas de perspective à dire qu'on a une autre solution après. Est-ce que vous avez déjà d'autres projets en tête? Ah oui, on a plein d'innovations. Donc, je crois que
Africa 24, on peut la remercier pour ses efforts qu'elle fait depuis un bon moment. Il faut trouver un créneau pour l'innovation et qu'on vienne et qu'on parle de solutions pratiques. Monsieur Victor Kouma Abenyonou, merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle donc que vous êtes vétérinaire de formation, mais vous êtes surtout gérant de K Technologies, cette entreprise, j'imagine, qui aide à promouvoir votre dernier né, votre nouveau bébé, le PWCS, qui devrait aider l'Afrique à prendre le train du développement en matière de nouvelles technologies et de l'information et de la communication. Merci beaucoup. Je voudrais saisir vos ondes pour remercier le Burkina Faso qui s'est battu pour matérialiser l'évidence de cette technologie sur son territoire. Eh bien, ne vous inquiétez pas, d'autres pays vont suivre.